Ensuite, la deuxième chose donc, qui est, que je voulais voir dans les rouages justement de ce changement-là, donc au niveau de l'Union européenne, c'est la stratégie européenne pour l'emploi. Qui s'est donné donc, pour objectif de créer beaucoup d'emplois et de meilleure qualité donc, dans toute l'Union européenne. Donc toujours on le voit avec les objectifs Europe 2020. D'ailleurs c'est intéressant, si vous tapez donc Europe 2020, vous avez donc par pays des petits graphiques où donc par rapport aux objectifs de la taxe carbone, de ci, de là, des emplois, vous avez des graphiques avec les objectifs à atteindre. Un petit peu comme en fait les pays sont un peu des exécutants, ils ont des objectifs de résultats à atteindre et c'est à eux de déterminer donc quels moyens ils ont à mettre en place pour ça. Et comme le dit dans cet extrait, les décisions ne sont plus prises du tout au niveau national, elles sont prises au niveau de l'Union européenne et ceux que nous élisons du coup ne sont que des exécutants, des employés voilà, qui sont chargés tout simplement d'appliquer et de mettre en œuvre. Alors, cette stratégie européenne pour l'emploi, donc c'est un système qui est ouvert, puisque c'est un système, comme je disais, un système de coordination au niveau de l'emploi, que je disais tout à l'heure. Donc c'est un système qui est suscité par l'OCDE notamment, et l'objectif c'est que les pays européens apprennent entre eux, s'auto-éduquent à travers des bonnes pratiques. Par rapport donc aux objectifs qui leur sont fixés par l'Union européenne. Et ce qu'il y a, c'est que ça définit donc des indicateurs, et en fonction de l'indicateur qu'on définit, si c'est un indicateur qui est faux ou qui est erroné, obligatoirement ça peut générer des catastrophes, ou en tout cas des choses qui ne sont pas très adaptées. Et c'est le cas, parce qu'actuellement, dans la stratégie européenne pour l'emploi, le seul critère qui a été déterminé et qui a réussi à avoir un consensus, c'est le taux d'emploi. Mais le taux d'emploi brut, c'est-à-dire qui ne revêt aucun aspect de qualité. C'est-à-dire que le contrat 0 heure de la Grande-Bretagne, c'est un emploi, même s'il y a 0 heure. Donc on est dans un système où en effet par rapport à ça vous avez aucun par exemple équivalent temps plein. Donc un emploi de 5 heures par mois ou de 0 heures par mois, c'est l'équivalent d'un 35 heures ou d'un 40 heures. C'est 1 dans la colonne, quoi. Ensuite c'est aussi le taux d'emploi de 15 ans à 64 ans. Alors là, on voit tout de suite aussi qu'évidemment, la France, où on travaille à partir de 16 ans, et puis où la retraite, voilà, je crois que c'est actuellement à 62 ans, ça s'allonge, mais bon. Voilà, donc on est un peu, on n'est pas dans les corps. Par contre, les pays qui font travailler les enfants jeunes, et donc à partir de 15 ans en tout cas, et puis qui prennent leur retraite à 64 ans, eux, ils ont des meilleurs taux d'emploi, évidemment. Alors, pourquoi ce taux-là ? Parce qu'avant, était utilisé le taux de chômage. Mais ce qu'ils se sont aperçus, c'est que les États, pour atteindre leurs objectifs, ils bougeaient tellement leurs indicateurs. Moi, je travaillais dans le service public de l'emploi. Et je peux vous dire que c'était une catastrophe parce que la NPE, enfin Pôle emploi, changeait constamment les catégories de chômeurs. D'ailleurs, je crois qu'il continue un peu à le faire. C'est-à-dire à changer la barrière entre les actifs et les chômeurs. Il y a plusieurs catégories. Il y a les salariés qui ont déjà un emploi mais qui s'inscrivent
pour chercher un nouvel emploi. Et puis vous en avez qui ont des mi-temps et puis qui cherchent un autre mi-temps. Vous avez des intérimaires mais qui sont toujours en emploi. Donc en fait, il y a différents types de demandeurs d'emploi et de façon à baisser le taux de chômage, ben, en effet on ne prend que la catégorie A, mais si on change la catégorie A et qu'on la réduit, évidemment il y a moins de chômage. Donc du coup ils se sont vite aperçus que ça générait des indicateurs pas fiables, donc ils ont arrêté, donc ils ont convenu que ce n'était pas un bon indicateur. Et après, pour les autres, le taux d'emploi, là, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'était que la qualité de l'emploi. Donc, c'est uniquement chiffré. Il n'y a eu aucun consensus à ce niveau-là, parce que si on rajoutait un critère, obligatoirement, ça mettait en bas de classement certains États, donc qui ne voulaient pas. Et donc, du coup, on est resté sur ce seul critère d'emploi. Alors, du coup, ça donne un classement qui est assez clair. Alors, vous ne voyez pas parce que c'est tout petit. Mais bon, voilà. Alors, vous avez la France qui est ici, hein, donc qui est plutôt en bas de classement. Vous avez l'Italie, la Grèce et l'Espagne, donc qui sont dans ce taux d'emploi très bas. Alors je rappelle que le taux d'emploi n'est pas le taux de chômage, hein, même si ça corrèle quand même. Hein, mais, voilà. Et par contre, dans le haut du classement, vous avez comme évidemment donc, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Suède, etc. C'est-à-dire les pays... Enfin, en fait, en Union européenne, vous avez 3 modèles sociaux différents. Vous avez le modèle libéral, donc là, il n'y a guère que la Grande-Bretagne, hein, c'est-à-dire où tout est libre, l'État ne gère pas, c'est uniquement les marchés. C'est le principe de base. Après, vous avez les sociodémocrates, donc avec ce principe-là, hein, c'est eux qui ont créé ce principe de flexi-sécurité, c'est-à-dire où en même temps c'est flexible, mais en même temps où l'État assure des allocations chômage et une sécurité pour les gens qui perdent leur emploi et des formations, etc. Donc avec des hauts prélèvements, parce qu'il faut aussi payer, hein, en effet, les gens qui sont au chômage, etc. Donc il y a beaucoup de cotisations patronales et, pour financer cette flexi-sécurité-là. Et puis vous avez ensuite des pays donc, comme les nôtres, mais il y a aussi donc qu'on appelle corporatistes conservateurs ou les États-providence, hein, aussi, qu'on a beaucoup dénigrés, mais qui sont eux basés plutôt sur la reconnaissance donc, des gens par rapport à un statut, par rapport à une profession, par rapport à la famille. Par exemple, le système de sécurité sociale, c'est le chef de famille qui ensuite a des ayants droit, hein, donc ça concerne toutes les protections sociales qui sont liées au statut du travail, hein, et aux travailleurs. Voilà. Et donc, par rapport à ça, en mettant un taux d'emploi donc, qui est uniquement basé sur un indicateur qui n'est basé que sur le chiffre de l'emploi, obligatoirement vous obtenez un classement comme ça, avec du coup les mauvais élèves, donc les modèles comme les nôtres, qui du coup sont obligés de rattraper pour atteindre les objectifs, c'est-à-dire sociodémocrates et libéraux. Voilà. Alors, cette flexi-sécurité, hein, qui a été prévue en Union européenne, elle a été mise en place notamment, j'ai fait en Allemagne, hein, avec les réformes Hartz. Hein, la dernière, c'est réforme Hartz 4, mais en fait, ça s'est étalé de 2003 à 2006. Alors, Peter Hartz, à savoir que c'était donc le ministre qui a fait toutes ces réformes, mais à l'origine, mais au départ, il était DRH de Volkswagen. Voilà, donc
il a mis en place les techniques de gestion des ressources humaines au niveau de ça. Ensuite, il y a eu aussi l'Espagne qui a fait des réformes en 2012. Vous avez eu en même temps que nous, donc que les lois El Khomri, le Job Act, hein, c'est des mots très italiens d'ailleurs, hein, vous avez remarqué, Job Act, donc pour pareil détruire le code du travail, qui est sur les mêmes principes que les nôtres, et la Belgique aussi, qui est en cours donc avec la loi Peters, avec beaucoup de manifestations, hein, que ce soit en Italie, en France et en Belgique, pour justement, contre ce changement. Voilà. Alors, les résultats, parce que je vous ai mis aussi les résultats du plan, par exemple, là j'ai mis le taux de pauvreté en Allemagne, donc en 15 ans. On voit par rapport à ça que, en effet, donc les lois Hartz IV qui ont démonté le droit du travail chez eux, et qui a été très dur, on était donc au niveau du risque de pauvreté en pourcentage, donc le pourcentage de la population qui risquait de tomber sous le seuil de la pauvreté. Donc il était au départ de un peu plus de 12, et donc en 2015, donc, on est sur 16,7. Alors on a vu aussi dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, mais qu'il y avait plus d'1 million de retraités qui n'ont pas suffisamment de retraite et qui sont obligés de continuer à travailler aussi avec des petits jobs, etc. Donc le modèle allemand qu'on nous vend comme le meilleur, etc. D'ailleurs, il faut savoir que François Hollande était allé questionner M. Hartz pour savoir comment il avait fait pour réformer son travail, le travail en Allemagne. Donc il était allé prendre conseil notamment auprès de ce monsieur-là. Ce modèle-là qu'on nous vend, en fait, il crée énormément d'inégalités, énormément de pauvreté, etc. Il y a même le FMI qui a fait une note, je crois que c'était en début d'année, pour alerter l'Allemagne et de dire que la richesse qu'elle créait, il fallait qu'elle le partage avec sa population et que ça ne se fasse pas au détriment des autres pays européens. Pour ceux qui veulent la référence, parce que là je ne l'ai pas en tête, vous pouvez me le demander, c'est même le FMI donc, explique que la façon dont a fonctionné l'Allemagne, pour sa population et puis pour les autres, en fait, il s'est comporté comme un prédateur ils ont créé en effet de la richesse financière, et ce qui génère d'ailleurs des problèmes de balance de paiement, mais au détriment du reste. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, donc ce taux d'emploi, donc c'est de ces objectifs de résultats, donc c'est coercitif et marchand, donc qui impose donc à tous les pays membres donc, qui tendent vers le modèle libéral, alors social-démocrate aussi, mais essentiellement essentiellement libéral, comme le traité de l'Union européenne le dit, c'est bien adapter la demande adapter les forces productives et la main-d'œuvre aux demandes des marchés. Et c'est pas du tout instaurer un droit du travail, par exemple, comme je disais tout à l'heure, que l'article 23 des droits de l'homme, qui est plus de notre modèle à nous, je dirais, le modèle corporatiste conservateur, et notamment on verra tout à l'heure, où la dernière fois je l'ai bien expliqué dans ma conférence, où l'objectif donc de la conception du travail républicain en France en République, c'est de donner sa place à tout le monde. Voilà. Et là, ce n'est pas du tout le cas, c'est au contraire d'adapter avec cette logique de concurrence des uns entre les autres, des pays les uns envers les autres aussi, pour les adapter à ceux qui ont le réel pouvoir, c'est-à-dire les marchés financiers pour faire de la croissance. Alors donc, dans l'impossibilité d'avoir un consensus sur le minimum de critères de qualité donc, au niveau des emplois, donc obligatoirement, ça génère que pour atteindre les objectifs, les pays doivent faire de la
modération salariale, donc remettre en cause le salaire minimum, etc. Limiter, voire diminuer, et même diminuer les cotisations sociales, c'est-à-dire régulièrement diminuer les cotisations patronales. Et il faut savoir que même pour les pays scandinaves, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que ça nous fait tendre vers le modèle de la Grande-Bretagne, parce qu'en fait, le système social-démocrate des pays scandinaves qui arrive à atteindre les objectifs de l'objectif 2020, par exemple la Suède, elle est à 73% de taux d'emploi et elle n'a que 5% de chômage. Donc elle dépasse même les objectifs qu'on lui dit, et bien malgré tout, dans son programme national de réforme, on lui demande de baisser les cotisations des entreprises. Parce que c'est le pays qui en a le plus. C'est le pays qui a le meilleur taux d'emploi, mais qui demande aussi aux entreprises de payer beaucoup ce système-là pour assurer la sécurité des gens. Et donc, du coup, en demandant même aux pays qui atteignent ces objectifs de réduire les cotisations sociales, alors que l'Union européenne n'a aucune compétence là-dedans, ça c'est vraiment le choix des pays, ça veut dire que concrètement, c'est vraiment le modèle libéral qui nous est imposé, mais qui est imposé au pays, mais sournoisement. Donc ensuite, ça s'oriente aussi sur l'accroissement des incitations au travail, donc par des primes emploi, par des baisses des allocations, pour des baisses de durée d'allocation chômage, etc. Des politiques actives de retour à l'emploi avec du contrôle de chômeurs, etc. Et puis la promotion de la flexibilité du travail, c'est-à-dire des emplois atypiques, à temps partiel, où on vous prend et puis on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, etc., etc., en fonction de l'évolution des commandes, etc. Donc ce qui veut dire que mécaniquement, donc ça génère la disparition, la destruction. Donc pour atteindre ces objectifs de résultat, les pays petit à petit sont obligés de détruire les protections sociales qu'ils ont érigées pour répondre aux exigences et aux intérêts des marchés, et donc des dividendes et du rendement et des dividendes qui sont versés aux actionnaires. Voilà. Donc en gros, sur ça, donc, ce qu'on peut dire, c'est que la flexi-sécurité, c'est devenu un mot complètement trompeur, qui manipule les gens, parce qu'on entend dans flexi-sécurité surtout la sécurité, donc ça rassure, mais en fait, de par les faits, et puis par ce qu'on vient de voir sur le mode de gouvernance avec le type d'évaluation d'indicateurs qui est mis en place, par l'Union européenne, en fait, on supprime la qualité du travail, où en fait, les emplois qui sont correctement payés, qui sont stables, etc., valent autant que des contrats 0 heure. Et aussi le volet sécurité qu'on enlève, puisqu'en exigeant que les cotisations patronales disparaissent, on ne peut plus, du coup, les pays ne peuvent plus financer non plus ce volet sécurité. Donc c'est un mouvement pervers, donc qui tend inévitablement vers le modèle ultralibéral qui est dominé par les marchés et la finance, donc sur le modèle que j'avais mis tout à l'heure, donc de Thatcher, donc qui a mis ça en place en Grande-Bretagne dans les années 80. Voilà. Donc on va passer maintenant aux autres acteurs clés de la flexi-sécurité, donc de ce domaine-là, même si c'est un mot un peu valise qui est un peu vide de sens, on a envie de dire de la flexibilité tout simplement. Alors l'OCDE c'est vraiment quelque chose d'important. On est donc sur une institution qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale par le plan Marshall. Ça s'appelait l'OECE, je crois, et c'était donc pour construire pour les embryons de l'Union européenne en fait.
Et ça s'est élargi depuis, il y a 31 pays actuellement qui sont dans l'OCDE, et donc c'est l'Organisation de coopération et de développement économique, 30 pays, voilà. Alors dedans, il n'y a pas bien sûr, il y a pas que les pays de l'Union européenne, mais il y a aussi donc le Canada, les USA, la Turquie, le Japon, etc. Je n'ai pas mis toute la liste, mais il y en a 30 en tout. Et il y a certains pays de l'Union européenne qui n'y sont pas. Donc c'est actuellement c'est un think tank, hein, c'est-à-dire ces comités de pensée, ces groupements donc de pensée, donc qui est néolibéral, qui est situé d'ailleurs au château de la Muette à Paris, dans le 16e. Et en fait, l'OCDE, ce sont des experts en statistiques, hein, et en expertise, donc ils sont chargés justement de comparer les économies, de voir comment on a libéralisé telle chose à tel endroit, et de conseiller les pays et les dirigeants pour savoir comment réajuster les économies, comment, etc. etc. J'ai d'ailleurs la prochaine conférence que je ferai sur le New Public Management, je parlerai plus longuement notamment de documents qui ont été faits pour expliquer aux dirigeants comment on fait pour libéraliser les services publics, en sachant que comme en effet les gens ne sont pas d'accord, voilà. Et à la lumière de l'expérience de pays qui l'ont fait, voilà comment il faut s'y prendre avec la presse, avec voilà. J'expliquerai à la prochaine conférence, c'est assez effarant de voir ça. Et alors, du coup, donc dans cette logique néolibérale, on est sur ce qu'on appelle la doctrine du workfare, c'est-à-dire qu'on est sur une stratégie d'activation des chômeurs. Alors ça c'est quoi? C'est-à-dire que c'est ce que porte par exemple le courant, c'était Monsieur Wauquiez à l'époque qui disait que le chômeur c'était des cancers de la société, ou que c'était des assistés, etc. etc. C'est-à-dire où en fait la sécurité il n'y en a pas, quoi. Et c'est pour ça que c'est dans cette doctrine du workfare et que transposent tous ces technocrates, là ces statisticiens qu'on a vus tout à l'heure, qui disent que non, il ne faut pas trop de sécurité, il faut au contraire baisser les cotisations patronales, parce que sinon les gens sont feignants, ils ne travaillent plus, etc. et ils sont à la charge de la société. Voilà, donc ça c'est la doctrine qui est véhiculée notamment par l'OCDE. Alors là j'ai document, parce que en fait quand on regarde l'Union européenne, elle se base sur ça. Vous avez dans ce... Là c'est... Alors ça s'appelle Stimuler l'emploi et les revenus, donc de l'OCDE. C'est un document de 2006. Donc les leçons à tirer de la réévaluation de la stratégie de l'OCDE pour l'emploi. Et en fait, dedans, donc vous avez... donc c'est stratégie de l'OCDE pour l'emploi révisé. Donc vous avez le pilier A, parce qu'eux ils disent des piliers. Élaborer une politique macroéconomique appropriée, donc qui est déclinée. Le pilier B, supprimer les entraves à l'activité et à la recherche d'emploi. Et donc là, par exemple, vous retrouvez donc versement, alors des taux de remplacement de durée de versement des prestations chômage, qui devraient être fixés à des niveaux qui ne découragent pas outre mesure la recherche d'emploi. Prévoir des sanctions. Il faut des mesures d'activation des chômeurs. Ensuite, alors oui, avec des participations à des programmes actifs du marché du travail qui doivent être obligatoires, etc. Ça, c'est le pilier B. Vous avez le pilier C, qui par contre, alors lui est directement lié à la flexisécurité, à la flexibilité, aux lois travail par ordonnance qui nous ont été imposées. Alors le pilier C, c'est s'attaquer aux aspects du marché du travail et de produits qui font obstacle à la demande de main-d'œuvre.
Donc, la première, donc la C1, donc c'est sur les salaires minimums. Donc, il faut baisser les salaires minimums. Donc, le SMIC, qui, a priori, est trop important et qui découragerait les employeurs à embaucher. Ensuite, des cotisations maladie et de retraite qui devraient être maîtrisées. Ensuite, sur déroger aux accords de branche. Alors là, on est typiquement sur la problématique de la loi actuelle qui renverse donc la hiérarchie des normes. Alors je ne sais pas si tout le monde sait un peu ce que c'est, mais en France, donc vous avez le principe, c'est que vous avez en haut donc la Constitution, puis ensuite vous avez la loi, et puis vous avez les accords de branche, et puis vous avez le contrat de travail. Et en fait, tout ça doit correspondre, enfin le contrat de travail, du coup, doit inclure toutes les autres obligations qui sont en haut. Et la loi actuelle prévoit que donc les accords de branche et la négociation que les partenaires sociaux font avec l'entreprise peuvent déroger à ce qui est prévu au niveau national. Voilà. Et donc, ça, c'est l'OCDE qui a dit ça dès 2006 et a demandé à ce que ce soit fait. Donc, déroger aux accords sectoriels. Ensuite, donc, sur les prud'hommes, puisqu'il y a une attaque aussi des prud'hommes, sur notamment le plafonnement au niveau des licenciements. Donc il note bien rendre prévisibles les coûts et les procédures administratives liées au licenciement. Donc ce qui veut dire que avant, quand on allait au prud'homme, si une entreprise avait licencié n'importe comment, qu'il était condamné, la somme qu'il devait verser, elle était très aléatoire. Elle ne pouvait pas être prévue dans le contrôle de gestion. Elle ne pouvait pas être anticipée. Alors que là, maintenant, avec un plafonnement, l'entreprise sait qu'elle ne paiera pas plus que ça. Donc elle peut le prévoir dans son compte de résultat. Ensuite, l'attaque donc sur les contrats à durée indéterminée, c'est-à-dire la stabilité de l'emploi. Donc, rechercher un meilleur équilibre entre les contrats précaires et les contrats permanents. C'est-à-dire ce que je disais aussi tout à l'heure sur ça. Voilà. Et puis le dernier pilier, donc, qui a moins à voir, promouvoir le développement de la qualification et des compétences des travailleurs. Donc là, c'est plus sur l'aspect formation. Voilà. Donc l'OCDE, c'est peu connu, mais c'est quand même un élément important parce qu'en fait, beaucoup de choses se basent et les dirigeants, ils font des documents qui sont faits pour nos présidents de la République et pour les dirigeants en général. Alors ensuite, les deuxièmes acteurs de ce changement, donc c'est des partenaires sociaux. On a vu à plusieurs moments qu'il y avait des partenaires sociaux. Alors il faut savoir que nos syndicats, tous nos syndicats, sauf Sud, sont en fait des partenaires sociaux à un niveau beaucoup plus élevé. Et notamment, le premier, c'est la Confédération européenne des syndicats, dont on nous parle peu, mais qui en fait a pour objectif de créer un consensus communautaire sur justement les droits du travail et qui à l'origine, si on reprend l'historique, j'ai aussi des documents là-dessus, donc est sur une base social-démocrate, donc voilà. Et vous avez aussi le TUAC, c'est le Trade Union Advisory Committee, excusez-moi mon accent anglais, mais donc c'est un comité consultation pour l'OCDE justement, donc c'est-à-dire qu'au niveau mondial, donc il y a au niveau de l'Union européenne les partenaires sociaux et au niveau mondial aussi où les syndicats négocient directement ces programmes-là, ce que je viens de lire là, ils sont au cours et ils les déclinent ensuite au niveau national. Alors, pour la France, par exemple, pour le TUAC, donc là, vous avez, c'est une note de synthèse donc de 2008 qui explique justement le rôle de ce comité consultatif.
Et donc vous avez la CFDT, la CFTC, CFE-CGC, CGT-FO, UNSA et CGT, donc qui sont les partenaires sociaux de l'OCDE, mais aussi de la Confédération européenne de syndicats. C'est-à-dire que tous ces programmes-là, ils participent à l'élaboration de ce genre de choses. Alors je ne parle pas des syndicats de base, enfin moi quand j'étais à l'AFPA, les gens courageux qui en effet essayaient d'informer, etc., d'ailleurs ils sont de plus en plus déçus par la tête, je dirais, ou en tout cas les centrales syndicales, parce qu'ils s'aperçoivent bien que finalement, partenaires sociaux, finalement, petit à petit, les choses arrivent quand même. Et donc, au niveau en effet des centrales syndicales, à part faire des grèves, etc., ensuite ils signent des compromis, des consensus, ou alors vous en avez 3 qui vont signer, puis il y en a 2 qui vont pas signer, enfin, mais en gros le rouleau compresseur avance, et avec ce vernis démocratique de dire ah ben oui mais on négocie avec les partenaires sociaux, donc c'est vrai que c'est aussi un élément fondamental de l'avancée de tout ce projet-là, c'est d'incorporer donc ces oppositions qui sont censées défendre les travailleurs dans ces négociations à un niveau supérieur au national. Alors du coup, les Français ne sont pas dupes, hein. Au niveau des syndicats, on est un des pays, donc on est là, vert, donc qui a le moins de syndiqués. Donc ça c'était en 2011, ça n'a pas beaucoup changé, je crois. Ils ne sont pas dupes, en fait, ils se aperçoivent bien, moi-même. Quand j'ai commencé à avoir un problème avec mon emploi, je suis allée voir les syndicats et je me suis vite rendu compte qu'en effet, ils ne défendaient pas du tout ni la qualité du travail, ni les professions, enfin ils étaient sur d'autres choses et que voilà quoi. Donc au niveau de ça. Et d'autant plus que pour nous, en France, avec notre tradition républicaine, on n'est pas dans une logique anglo-saxonne où on doit nous-mêmes négocier, etc. Pour nous, c'est l'État qui définit le droit pour tous, l'égalité de droit, hein, liberté, égalité, fraternité. Et donc, dans ce cadre-là, c'est l'État. L'État, c'est nous, hein. L'État, c'est la nation, hein. C'est le pouvoir du peuple, c'est l'État qui doit définir pour tous les normes d'égalité et le droit, et l'égalité de droit. Donc évidemment que ce système-là qui nous est imposé ne colle pas du tout. C'est pas un moyen que nous avons. Nous pensons que c'est plus en effet au président de la République et au gouvernement de défendre notre déclaration des droits de l'homme et des citoyens, notre l'égalité, etc., que nous avec notre employeur ou avec des syndicats. Alors ensuite la presse. Alors la presse, j'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure avec la commission Attali, hein, les journalistes donc qui, à travers un certain nombre de choses, alors là vous ne voyez pas grand-chose, là vous ne verrez pas mieux, mais c'est en effet donc dans le monde diplomatique donc de décembre 2016, hein, c'est tout récent, où ils montrent donc les différentes, donc à qui appartiennent tous les médias français, et en fait par rapport à ça, c'est vrai que c'est pas énorme, et puis l'essentiel, je dirais, de la presse, la plus gros, que ce soit, alors bien sûr il y a l'État français, hein, donc avec France 2, etc., etc. Mais après, en fait, ce sont essentiellement des milliardaires, alors il y en a à peu près une dizaine, qui disposent des plus grands médias, hein, BFM Business, BFM Télé, donc TF1 c'est Bouygues, mais c'est aussi, vous avez Vincent Bolloré, qui a Canal+, Direct Matin, LCI, etc. Il y a
Patrick Drahi, hein, donc, qui est Altis, donc c'est SFR, c'est l'Express, l'Expansion, Libération. Vous avez Alain Well, donc c'est BFM Business, bon, bref, voilà. Donc la presse, ça c'est fondamental, parce que comme je l'ai dit dans ma première conférence, dans ce système de mondialisation, les sociétés, les groupes humains et le cerveau est conçu comme un système de traitement de l'information. Et donc de maîtriser les entrées et les sorties du système, c'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, vous avez, ça j'ai été assez étonnée, mais vous avez donc un grand sociologue français que moi à la fac on m'a enseigné sur le courant de la communication en entreprise, Michel Crozier, qui est très connu. Et bien en fait il faut savoir que ce sociologue a travaillé, donc c'est un rapport hein, qui est sur internet, sur le site de la Trilatérale, et ça s'appelle Crisis of Democracy. C'est en anglais, hein, c'est pas en français. En fait, dedans, ils disent que il y a une crise de la démocratie parce qu'il y a trop de démocratie. Et ils conseillent de reprendre les rênes de l'information, et notamment de retenir à la source des informations, donc pour mieux maîtriser et contrôler en fait. Et c'est vrai que ce Michel Crozier a été celui qui a théorisé dans l'entreprise, dans le management en entreprise, le courant de la communication, hein, et donc la communication interne notamment. Voilà. Donc sur la presse. Parce que, comme je vous ai montré la toute première image, c'est la flexi-sécurité selon Macron. Hein, donc, c'est pas la flexi-sécurité selon l'Union européenne ou l'OCDE, non. C'est selon ou alors c'est le projet de Madame El Khomri. Donc, c'est elle. Voilà. Donc, on cible des individus et non pas des systèmes. Et ça, c'est une chose qui est constant quand on a à l'esprit ça, d'analyser, de voir ce qui est dit. C'est constamment on incrimine un individu, on critique des individus, et du coup ce qui permet de cacher le genre d'informations que je vous donne, en fait tous ces mécanismes qui se sont mis en place et qui génèrent donc ce mouvement là dans lesquels les gens sont pris.